LinkedIn. Donc, faisons une petite recherche rapide, voilà, recherche testeur agile sur LinkedIn. Alors, c'est à l'époque où je l'ai faite, évidemment. Si vous la faites, vous n'aurez pas exactement les mêmes résultats. Qu'est-ce qu'on a qui remonte? On a testeur fonctionnel, recette e-commerce, Scrum Master, testeur agile expérimenté, testeur QA. Bon, Scrum Master, pourquoi il est là? Les deux premiers, c'est des résultats promus. Ils ont payé pour être mis en avant. Ça devait parler de test et d'agile, donc ils l'ont mis là. On va regarder quelques-unes dans le détail pour voir dans quelle mesure ça correspond à la vision que j'ai de ce rôle. Donc, commençons par celle-là, testeur agile expérimenté, agile en majuscule quand même, ça a l'air important. Alors déjà, ça commence par concevoir les tests à réaliser pour chaque user story. Donc, est-ce que c'est vraiment un travail de testeur agile? Est-ce que c'est un travail d'assistant PO? Analyser, prioriser avec le product owner les user stories par les risques produits projets, bon, même remarque. Et réaliser manuellement les tests pour chaque user story, bon, c'est le métier de recetteur. Concevoir et réaliser les tests de non-régression manuelle, bon, c'est le métier de testeur-recetteur. Vérifier la bonne correction des bugs de l'itération en cours en synergie avec l'équipe agile. Voilà, alors effectivement, trouver les bugs et harceler les développeurs jusqu'à ce qu'ils soient corrigés, ça fait partie de la fiche de poste de testeur-recetteur. Participer aux cérémonies, sprint planning, daily scrum, sprint review, rétrospective. C'est pas très clair pourquoi on ne dit pas que la personne fait partie de l'équipe Scrum, pourquoi on lui liste les 4 réunions auxquelles il participe, donc par extension, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de l'équipe mais qu'il vient aux 4 réunions. Et enfin, être force de proposition pour l'amélioration continue du processus de test. Il ne serait pas question qu'on lui demande son avis sur le reste quand même. Voilà. Donc du coup, agile en majuscule, et puis j'avais pas vu le tout début, sous la direction du product owner. Voilà. Bon, est-ce que vraiment c'est ça être agile? En tout cas, ça ne correspond pas à ma définition personnellement. Donc là, pour moi, cette offre d'emploi, c'est une mauvaise pioche. On va regarder une autre. Testeur mode agile, tout en majuscule. Bon, concrètement, les 2 tiers, c'est exactement la même chose qu'avant. Par contre, dans le dernier tiers, alors on a l'automatisation de tests, ça y va, concevoir, mettre en œuvre, nos règles automatisées. Et un dernier truc un peu bizarre, installer les versions applicatives sur les environnements de test de l'équipe via l'outil de déploiement automatique. Est-ce qu'on est secrétaire? Est-ce qu'on est DevOps? C'est pas très clair. Bon, voilà. Donc si tu sais pas automatiser, t'es nul. Sinon, c'est la même histoire. Testeur automaticien, je casse le suspense, c'est juste automaticien, la fiche de poste. Il y a quand même une ligne qui s'appelle développer, à tout hasard. Et enfin, nous avons celle-là, qui n'a l'air de rien, testeur QA, déjà qui nous parle de software craftsmanship. Donc ça déjà, c'est bon signe. Si ça ne vous parle pas, c'est un mouvement qui existe depuis quelques temps, mais qui regagne en force ces dernières années. L'artisanat logiciel, en 2 mots, c'est remettre du professionnalisme dans le métier de développeur. Donc, notamment au travers de toutes les bonnes pratiques. Mais ça veut aussi dire ne pas accepter de travailler sur quelque chose qui ne marchera pas. Si ce n'est pas possible, on dit non. On ne dit pas oui, on verra à la fin si ça passe ou pas. C'est ce genre de choses-là. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous parle d'agilité dirigée par le fonctionnel, les spécifications exécutables, l'ubiquitous language, test-driven development. Ces mots-clés, ils vous parlent ou pas, mais en tout cas, pour des gens qui sont dans le domaine, ça veut vraiment dire quelque chose et c'est très bon signe. Ensuite, on nous dit, par votre expertise fonctionnelle, vous collaborerez finement avec le product owner et les développeurs. Donc, ça veut dire que c'est un métier qui est technico-fonctionnel. Vos tests automatiques seront relus, vous relisez ceux des autres, vous construisez la stratégie de test fonctionnel en accord avec le reste de l'équipe. Donc là, on dit bien, tu ne viens pas là pour gérer la qualité. La qualité, c'est un enjeu collectif d'équipe. Ça aussi, c'est très bon signe. Et puis, enfin, encore quelques mots-clés. Pyramide des tests, TU, TITS, c'est pareil. Si vous êtes dedans, vous savez que ça veut vraiment dire quelque chose. Excusez-moi, je m'étrangle. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est une bonne fiche de poste. On se demande où est-ce que ça se passe. Alors maintenant, je vais vous donner ma définition. Qu'est-ce que c'est qu'un testeur agile? Avant de la donner, je vais quand même nuancer. Tout d'abord, ces 2 livres, Agile Testing, More Agile Testing, de Lisa Crispin et Janet Gregory. Bon, comme le nom l'indique, c'est des livres de référence sur le sujet, même s'ils sont plutôt jeunes. Alors, le point que j'ai envie de mettre en avant, c'est que la définition du rôle que je vais vous présenter, il y a Lisa Crispin qui a dit sur Twitter que c'était bien. Voilà. Donc, je ne dis pas que des bêtises. Donc ça fait plaisir. Et il y a aussi d'autres livres dont j'ai envie de vous parler.
Ces 3 livres, là, le test en mode agile de Christophe Moustier, tout sur le test agile de Marc Achaïn et les tests logiciels en agile de la CFTL, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont en français, ils parlent du test dans un contexte agile, ils sont sortis en 2019. Voilà. Bon, il est en train de se passer quelque chose autour du test. Je rajoute ma conf sur le tas, on en parle beaucoup, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est super. Bon, maintenant, ma définition testeur agile, enfin presque, parce que bon, en fait, pourquoi on dit agile? Peut-être qu'à la fin de la conf, vous direz que ce n'est pas un rôle qui est spécialement agile, mais Dixit, ce fameux livre Agile Testing, on n'a pas trouvé de meilleur nom. Voilà, donc c'est testeur moderne, mais effectivement, dans une équipe moderne, en général, on est agile, donc testeur agile. Donc, ce rôle, il a quoi? Il a un premier point, c'est tout ce qui est le backlog refinement, le travail des specs en amont. Il a un rôle vraiment essentiel là. En fait, c'est même sur cet élément-là qu'il va pouvoir apporter le plus de valeur. Donc déjà en apportant le bon mindset, donc on a notamment les 3 amigos, qui est un concept qu'on évoque souvent pour dire que quand on parle d'un sujet, autour de la table, on doit avoir toujours une expertise technique et une expertise métier et une expertise de test. Il y a la notion de testabilité. En 2 mots, c'est quoi la testabilité? On ne part pas en dev si on ne sait pas comment on va le tester. Voilà. Il est là pour s'assurer que non, on ne part pas en dev si on ne sait pas comment on va le tester. C'est juste une évidence. Pourtant, ça arrive souvent, à la fin, on ne sait pas comment on va le tester. Et puis, un sujet assez classique qu'on s'attend à la plupart des testeurs, une vision un peu globale sur les cas à la marge, les subtilités, etc. Il va avoir un élément sur les cas de test automatiques. Donc, je dis bien les cas de test automatiques et non pas l'automatisation des cas de test. Par exemple, avec des frameworks tels que Cucumber et puis le langage Gherkin, c'est le fameux Given Wenzen. Vous avez peut-être vu, ça devient quand même assez commun maintenant. En tant que, quand je fais ça, alors il se passe ça. Écrire ça, bien les écrire, c'est pas si simple en fait. Il faut bien se dire que on écrit la bonne manière de l'écrire déjà, c'est avec un langage métier pour que ce soit pérenne et que ça ait du sens. Maintenant, derrière, c'est des tests qui vont s'exécuter. Donc l'aspect technique ne peut pas être négligé. Ça va se lancer derrière, donc ça tire des ficelles techniques. Et enfin, avec ça, on construit un patrimoine de tests. Donc on a en plus les bonnes pratiques de test. Donc réussir à avoir les 3 en même temps, langage métier, ça gère les ficelles techniques et en plus ça respecte les bonnes pratiques de test, c'est une expertise à part entière. Et au-delà de l'avoir écrit, c'est qu'ensuite, il va falloir le maintenir. Ça va bouger au cours du temps, il va falloir le garder à jour, etc. On a les tests en continu, quelque chose qui va arriver déjà parce qu'on automatise les tests, mais c'est aussi potentiellement, on est en cours de développement, il y a un bout d'algo qui a été développé, il n'est même pas poussé sur Git, on peut peut-être aller sur le poste du développeur et le challenger déjà ensemble, ce cœur d'algorithme. Donc vraiment la collaboration forte au quotidien. Les tests exploratoires, ça c'est une compétence généralement qu'on est assez d'accord pour dire que les testeurs l'ont et que le reste du monde ne l'a pas. Sous diverses formes, ça peut être du test manuel, ça peut être assisté par des outils, ou ça peut être aussi par l'analyse de log, exploration au travers de log, qui est un autre sujet qu'on retrouve souvent sur le testeur agile, le log, le monitoring. On a un sujet qui est le crowd testing. Donc le crowd testing, le piloté du crowd testing, en gros, vu de loin, ça ressemble un peu à l'ancien métier de testeur manager, de test manager. On définissait des cas de test et puis après, on encadrait des testeurs qui les déroulaient. Sauf que là, il faut se dire que les testeurs, on ne les connaît pas, ils sont tous à distance, on ne les verra jamais, ce ne sont pas des testeurs professionnels. Donc mécaniquement, ça fait que c'est un peu différent d'encadrer ce type de cas-là. Et en fait, ce qu'on veut vraiment en tirer, ce n'est pas tant pour leur donner un cas test à dérouler, c'est plutôt pour faire de l'exploration. Parce que par contre, l'intérêt d'avoir ces personnes qui sont très loin, qu'on ne connaît pas et qui ne sont pas des testeurs professionnels, c'est qu'ils peuvent avoir des profils beaucoup plus proches des utilisateurs et une variété en termes de device, par exemple, pour tester. Et ça a beaucoup de valeur. Et ça peut aussi être une communauté de bêta-testeurs. Ce n'est pas forcément une société tierce qu'on paye. Et le dernier, non des moindres, c'est que cette personne, ce testeur agile, c'est un membre de l'équipe. C'est un membre de l'équipe à part entière. Et quand je dis vraiment un membre de l'équipe à part entière, ça veut dire que ses KPI, ses objectifs, les choses qui permettent de dire qu'il fait du bon travail, c'est le fait que l'équipe elle marche bien. C'est pas, par exemple, je sais pas, le nombre de bugs qu'il trouve. Non, ça va vraiment être le fait que cette équipe, elle génère du business. Et si lui, il y participe, c'est qu'il fait du bon travail.
Bon, point rapide sur qui suis-je, je vais la passer vraiment très vite vu que je l'ai imposé à tout le monde ce matin en keynote. Voilà, je passe très vite, c'est la même chose. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à venir me voir, c'est super. Bon. On va aller dans le dur du sujet. Une semaine dans ma peau de testeur agile, vraiment au format vie ma vie, pour mieux se représenter à quoi ça peut ressembler justement ce rôle. Alors quelques mises en garde. Donc c'est pas un retour d'expérience, c'est une histoire mise en scène. Malgré tout, chaque élément relaté est totalement inspiré de situations réelles. Des gens vivent ce genre de choses, pas forcément mécaniquement comme ça. Et la meilleure analogie pour décrire ce que je vais vous montrer, c'est le soap opéra. C'est-à-dire que dans un soap opéra, tout ce qui se passe est totalement possible, réaliste. C'est juste que c'est assez rare que dans la même journée, on apprenne qu'on a gagné au loto des milliards, que sa grand-mère vient de mourir, qu'on a le cancer et encore 3 autres trucs. Ça fait beaucoup dans la même journée. Donc la semaine est peut-être un peu chargée. Mais sinon, encore une fois, chaque élément est totalement réaliste. Et puis un dernier point de mise en garde, évidemment, c'est que chaque contexte est différent. Par exemple, dans cette équipe, ils vont mettre en production à chaque fin de sprint. Par exemple, il y a des équipes qui mettent en prod en continu, qui font du continuous delivery, etc. Voilà, donc prenez pas ça en vous disant c'est exactement ça ce qu'il faut faire. Encore une fois, c'est une mise en scène pour illustrer des choses. Bon, donc le voilà, ce fameux agenda, en tout cas selon Outlook. Et puis on va vivre cette semaine. Alors qu'est-ce qu'on voit dedans? On voit alors l'équipe fonctionne en Scrum, donc mécaniquement on voit les événements Scrum, la review, la rétro, le planning. On voit qu'effectivement le sprint termine jeudi avec la review le matin, le rétro en début d'après-midi et hop on enchaîne sur le sprint suivant avec le sprint planning ensuite. Cette équipe-là, il n'y a pas qu'une seule équipe dans l'entreprise, il y a plusieurs équipes et donc il y a des communautés de pratique. Donc on a aussi des réunions du coup de communauté de pratique QA. En tant que testeur agile, alors je vais beaucoup dire puis je vais me mettre dans le rôle. Je fais partie de la communauté de pratique QA. Et le mardi et le vendredi, je serai en télétravail. Le télétravail, c'est cool. Donc voilà, donc on va y aller, on va le parcourir ensemble. Donc ma journée démarre lundi 9 h. Moi, le réflexe, ça va être vraiment de regarder les logs, vérifier que tout va bien, d'explorer aussi les logs, de découvrir des choses sur les utilisateurs, sur comment se comporte la prod, etc. Donc c'est pas juste vérifier que tout va bien, hein, c'est aussi explorer. D'ailleurs, on a un système d'alerting qui réduit finalement aussi le côté juste vérifier que tout va bien. Et globalement, c'est ma routine du matin, c'est ce que je fais globalement tous les matins. Voilà, sûrement si j'étais manager, j'ouvrirais Outlook. Voilà, moi j'ouvre les logs. En tout cas, c'était le plan d'origine. Finalement, je fais autre chose. On a reçu les nouveaux devices, hein, les iPads, les Android, les tablettes, etc., qu'on a besoin pour faire nos tests. Donc c'est très bien, on est content de les recevoir. Donc je les récupère, je les déballe, je les étiquette, je les numérote, je leur fais une place dans le coffre. Voilà, parce qu'on les partage, hein, ils ne sont pas juste pour mon équipe, on va se les partager entre plusieurs équipes. Donc un truc assez classique, hein, on a un coffre, on le met dedans, puis on a une petite feuille Velleda où on note toutes les informations qu'il a pris, etc. Ensuite, donc premier délit de la semaine. Alors premier délit de la semaine, mais encore une fois, le sprint il termine jeudi et on sait déjà que le mercredi ça va être la journée mise en prod hein, globalement. Donc on est quand même clairement sur la fin du sprint. Alors j'ai envie de vous montrer à quoi peut ressembler le board. Donc c'est un board Scrum classique hein, où chaque ligne est un élément de backlog qui est le premier élément à gauche et après on a des petits post-it de tâches techniques qui elles vont bouger de gauche à droite de to do jusqu'à done. Et en fait ce qui est intéressant c'est que dans ces tâches techniques il y a des tâches de dev et il y a aussi des tâches de test. Elles sont là, on les modélise, on les visualise. Et notamment là, qu'on s'approche de la fin du sprint, elles ne sont pas spécialement à moi, ces tâches de test. Hein. Elles sont à... Enfin, il faut juste que ça soit fini, quoi. Donc on se débrouillera bien comme on se débrouillera, mais en tout cas, tout doit être à droite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça c'était entre guillemets la théorie. La pratique, c'est qu'il y a certaines personnes dans l'équipe qui ne sont pas encore tout à fait à l'aise avec justement dérouler ces dernières tâches de test. Donc en fin de journée, on va se faire une session de pair testing, justement pour leur donner les billes pour qu'ils puissent faire ces tâches de test. Et juste après le daily, on se planifie une session d'analyse de risque, justement pour préparer la mise en production. Donc cette analyse de risque, à quoi ça va ressembler? Globalement, l'équipe se met autour du tableau. Voilà, donc c'est quoi le sujet? C'est la mise en prod. Qu'est-ce qu'on a changé? Il y a quelqu'un qui m'appelle. Donc c'est le changelog, c'est qu'est-ce qu'on a changé. Donc on va lister tout ça, tout ce à quoi on a touché. Deuxième élément, deuxième étape, c'est au vu de ce qu'on a changé, qu'est-ce qu'on risque d'avoir cassé. Voilà, donc ça, on identifie. Ça, il n'y a pas trop de risque. Ça, on a touché ça, il y a peut-être ça qui a risque, etc.
Donc troisième étape, maintenant qu'on sait ce qu'on risque d'avoir cassé, comment on se rassure sur le fait qu'on ne les a pas cassés? On va faire un plan de gestion de risque. Donc là, c'est la conséquence. On pense qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc il va falloir qu'on valide plutôt ça, etc. Potentiellement, on réfléchit un peu. Est-ce qu'on fait plutôt ci? Est-ce qu'on fait plutôt ça? On se met d'accord. Et puis une fois qu'on a bien défini ce qu'on veut, on explicite même, voilà la liste des scénarios, les listes des tests qu'il faut faire sur tel environnement, tel device, etc. Et puis après, on le remet à plat, on l'écrit dans un doc un petit peu plus formel. Et on retrouve ces différentes étapes. Changelog, qu'est-ce qu'on a changé? Analyse de risque, qu'est-ce qu'on risque d'avoir cassé au vu de ce qu'on a changé? Et le plan de gestion de risque, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour s'assurer qu'on ne les a pas cassés, ou en tout cas qu'on soit au courant et qu'on puisse réagir. Donc une partie non-régression potentiellement qu'on fera nous-mêmes. Et ça peut être aussi des parties auprès de tierces parties. On intègre leur module, au contraire, on va leur donner des choses. Donc on peut aussi leur demander des choses de leur côté. Et puis le dernier point, est-ce qu'on met en production en une fois? Est-ce qu'on met en production en petits morceaux? C'est aussi une stratégie de gestion de risque, de mettre en prod par petits morceaux. Après ça, on a une session d'example mapping qui était programmée pour discuter d'un sujet du backlog un peu avancé, un peu complexe. Alors un example mapping, ça ressemble à ça. On va avoir 4 couleurs. Donc là, tout en haut, en jaune, on a la user story, l'élément de backlog qu'on va vouloir creuser. En bleu, on va voir les différentes règles de fonctionnement qui décrivent ce besoin ou ce qu'on va vouloir mettre en place. Et en dessous de chaque, en vert, on va avoir des exemples, des choses très 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 concrètes qui illustrent cette règle, qui désambiguent la règle, qui la désambiguent aussi par rapport aux autres règles, les règles entre elles, et qui en fait sont tellement concrètes que ça pourrait être des cas de tests d'acceptation, des cas de tests automatisés qu'on implémenterait. Et puis après, on a une dernière couleur, le rouge. C'est pour les questions ouvertes. On n'a pas encore la réponse, il y a des choses qu'il faut creuser plus tard. Voilà. Et là, vous voyez, quand on a fait ça, on a globalement rempli une table avec pas mal de règles, beaucoup d'exemples et encore beaucoup de questions. On se rend compte qu'effectivement, le sujet il est plutôt complexe et que ça justifie que ça soit un gros sujet, une grosse estimation, etc. Donc on est content qu'on a fait ce type d'exercice-là. Et évidemment, pendant ce type de réunion, ce qui est vraiment important, c'est ce fameux mindset. Voilà, 3 amigos. On a la dimension métier qui est là, typiquement portée par le PO. On a la dimension de l'expertise technique, typiquement portée par un développeur. Et on a la dimension du test. Et c'est la collaboration pour avoir une vision complète, créer cette intelligence collective pour avoir ce focus global, ne rien oublier. Après ça, on a la pause déjeuner. Bon, comme on est en France, ça fait 2 heures. Hein. Et puis à 14 heures, on va reprendre. Donc toutes les semaines, on a une session de backlog refinement pour creuser les sujets à venir. Moi, évidemment, je vais y participer. Le genre de choses que j'apporte, c'est, par exemple, c'est ceci. Donc ça, SFDPO, c'est un heuristique de test. SFDPO, hein, ça veut dire S pour Structure, Function, Data, Platform et Operation. C'est quoi? C'est un canevas intellectuel, en fait, pour essayer de se projeter, trouver des risques, analyser les choses. Ça rejoint un peu les notions d'analyse de risque qu'on a fait ce matin, sauf qu'autant ce matin, on était vraiment dans le concret des trucs qu'on va sortir et du code qu'on a modifié. Là, on est vraiment en amont. Il y a un pan logiciel qui arrive et on peut déjà se poser la question du en quoi ça va impacter l'ensemble de l'expérience, par exemple, en quoi ça va impacter la charge globale des serveurs et ainsi de suite. Et puis bon, évidemment, c'est aussi ce qui est toujours important dans ces moments-là, c'est toujours ce fameux mindset avec les 3 amigos. On arrive fin de journée sur la session de pair testing qu'on a programmée ce matin. Là, le but, il est vraiment d'autonomiser les développeurs sur les tests d'acceptation, sur les moyens de test qu'on a, voilà, leur montrer où c'est, comment on les comprend, comment les démarrer, en fait, les faire démarrer, etc. C'est aussi un moyen de monter en compétence de mon côté, hein, puisqu'effectivement, en étant comme ça en interaction, des sujets traditionnellement un peu compliqués, comme par exemple la gestion de cache, c'est aussi une manière pour moi de me l'approprier. On arrive à mardi. Bon, ma journée démarre plus tôt. Je sais pas si vous êtes du genre à faire le télétravail et que vous aimez votre travail, souvent ce que font les gens, c'est qu'ils démarrent leur journée à la même heure, mais comme ils n'ont pas le transport, ils commencent à travailler plus tôt. Voilà. Du coup, ça me donne un peu plus de temps pour analyser les logs. Tout va bien jusqu'à ce que je trouve un problème, que je ne devrais pas trouver d'ailleurs normalement. Bon, ça s'organise sur le Slack, on se débrouille, on corrige le truc, c'est pas dramatique. Ce qui est plus gênant, c'est que ce soit moi qui le vois, qu'on a un système d'alerting et que le système d'alerting, justement, il ne nous a pas alertés. Donc ça, c'est un peu plus gênant. Et effectivement, quand arrive le daily, voilà, moi, je ronchonne un peu quand même. Quoi, hein, genre, ah, les gars, les logs, c'est toujours moi qui les regarde, vous en fichez. En plus, ce truc d'alerting, il est pété, c'est pas normal, c'est super important, etc. Bon.
Donc ça, déjà, c'est un sujet dont on va évoquer. Et en fin de journée, du coup, on se programme une session pour parler de système d'alerting, mieux comprendre vraiment pourquoi c'était cassé et comment éviter que ça se reproduise. Et il y a aussi un autre collègue qui, lui, il galère sur l'implémentation de tests automatisés. Donc on va se faire une petite session de pair programming juste après le daily, qui se passe assez bien. Hein. Donc je suis pas développeur, mais globalement, les problématiques à automatiser les tests, c'est toujours des questions de dépendance, qu'on ne tire pas les bonnes, etc. Donc il faut réussir à bien délimiter les contours. Et finalement, ensemble, on arrive à faire une équipe qui s'en sort assez bien là-dessus. On arrive à trouver le truc. Puis quand je dis je ne suis pas développeur, mais ce n'est pas la première session de pair programming que je fais. Je commence à avoir une certaine affinité quand même. Hein. Après, on arrive à 11 heures. Ça, je ne vous en ai pas parlé. C'est une action de la rétrospective précédente. En fait, le dernier dev qui a rejoint l'équipe, il ne comprend pas trop pourquoi le testeur ne teste pas, en fait. Et il ne comprend pas pourquoi lui, le développeur, on lui demande de tester, en quelques mots. Voilà. Donc l'action a été de se dire, on va se faire une session en one-on-one, en entretien individuel pour échanger de ça, essayer de lui faire comprendre. Je vais un peu à reculons, mais ça se passe bien. Ça se passe bien et j'arrive à lui faire comprendre que globalement, si il écrit du code qui ne marche pas et que tout ce qu'il fait, c'est il le pousse et qu'il attend 3 jours pour que quelqu'un d'autre le prenne et voit que ça ne marche pas et qu'au bout d'une semaine, il a le feedback que son truc ne marchait pas alors qu'il est complètement parti sur autre chose, en fait, c'est plutôt contre-productif. En fait. Et à l'inverse, il comprend aussi que j'ai beaucoup plus de valeur ajoutée à apporter en me concentrant sur d'autres sujets, sur de l'exploratoire, sur prendre de la hauteur, des sujets haut niveau, vraiment l'intégration de bout en bout, etc. Et voilà, du coup, on lève ce frein-là. Alors, pause déjeuner. Donc, comme je suis à la maison, j'en profite. Je ne réchauffe pas juste un truc, hein, je cuisine et tout, tranquille. Et puis, je me regarde les derniers épisodes de ma série préférée. À une époque, c'était Game of Thrones. Maintenant, c'est fini. Et bon, voilà. Puis, à 14 h, on va reprendre. Fin de sprint. Enfin, là, globalement, le sprint, il est fini. Hein. Demain, on enchaîne sur la mise en prod. Donc, je fais de l'exploration produit pour essayer de me projeter. Qu'est-ce qui vaut maintenant le produit ? Maintenant qu'on l'a développé, maintenant qu'on a fait ça, avec le nouvel incrément, qu'est-ce que ça donne ? Et du coup, je vais vous faire un petit topo. Qu'est-ce que c'est que les tests exploratoires ? Donc, par exemple, ce livre-là d'Elisabeth Hendrickson, Explore It, explique très bien. Ce que j'ai envie de dire, c'est les tests explo, ce n'est pas des tests YOLO. Ça se cadre des tests exploratoires. Et notamment, Elisabeth Hendrickson, elle propose ce format-là. Voilà, le test charter, explorer une cible, quelque chose, avec un ensemble de moyens, de ressources à disposition pour découvrir une information en particulier. Donc, il y a une vraie intention. Ce n'est pas juste je me lance et je verrai bien ce que je trouverai. Il y a une intention, il y a des moyens et il y a une cible. Par exemple, qu'est-ce que ça donnerait ? Explorer les performances de reprise de lecture avec différents devices Android et iOS récents comme vieux pour découvrir si l'expérience utilisateur est impactée négativement. Donc voilà, il y a quand même un focus clair, on n'est pas là pour découvrir tout et n'importe quoi, il y a des moyens, etc. Donc j'ai même envie de dire quelque chose comme ça, on pourrait même estimer le temps qu'on passerait dessus. Il y a un cadre clair, en tout cas pour borner le temps à découvrir les premières conclusions. Donc ensuite, on a la réunion qu'on s'est casée là, sur le système d'alerting. En gros, on se rend compte qu'il y a un peu un mismatch entre prod, pré-prod, comment on mélange les trucs, etc. On se rend compte aussi que tout le monde n'est pas vraiment au courant de ce système, de ce que c'est, à quoi ça sert et comment il marche. Donc on s'en sert aussi pour réaligner tout le monde et commencer à prendre quelques actions. Il va falloir qu'on surveille ça un peu mieux. Puis on arrive à 17 h, donc la réunion entre la communauté de pratique QA et puis l'équipe infra. C'est compliqué de les avoir avant 17 h. Ils sont très occupés, l'équipe infra. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est un point de suivi qu'on a toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Voir quand on demande des environnements de test, où est-ce que ça en est, comment ça se passe, comment ça avance. Et puis globalement, il y a vraiment une synchronisation, un alignement avec l'équipe. Hein. C'est ce qui fait que le jour où on a un vrai besoin et qu'il est urgent, ça se passe tout seul. Hein. C'est parce qu'on a construit une relation avant et qu'on la maintient. On arrive à mercredi. Je regarde les logs le matin. Et je ne suis pas tout seul. J'ai eu raison de pousser ma gueulante hier. Il y a quelqu'un qui m'aide, ça fait plaisir. Ça, c'est cool. Et donc là, on arrive au dernier délit de l'itération. Honnêtement, ça ne ressemble pas à un délit. Honnêtement, il n'y a qu'un seul sujet, c'est la mise en prod. Et en fait, il n'y a même pas de fin à ce délit. C'est que globalement, on va parler que de la mise en prod et on va enchaîner sur la mise en prod directement. On commence déjà à se prévoir qu'après la mise en prod, on fera quand même un tour de sanity, s'assurer que tout marche bien et tout est nickel.
Et donc voilà, et donc on enchaîne sur cette mise en prod qui est quand même un moment, toujours un moment magique en fait. Parce qu'il y a vraiment, c'est la conclusion du sprint, quoi. On met en prod ce qu'on a fait et on se retrouve presque, on est tous autour de la même machine à regarder l'indicateur Jenkins de build qui avance, quoi. C'est un moment spécial, quoi. Puis donc après, ben, on va faire cette session de Sanity. Donc tout le monde va participer. Un peu en amont, on prépare un petit banc de test improvisé. On sort les devices, on sort les chargeurs, etc. On branche tout ça. Et puis bon, bah, contre toute attente, il y a quand même des choses qui ne nous plaisent pas. Il n'y a pas des bugs majeurs, hein, parce qu'encore une fois, on a des tests automatisés, mais il y a quand même des petits trucs dans les coins qui sont pas, qu'on n'a pas bien prévus. Donc on se planifie déjà que l'après-midi, bah, on va le passer à faire des petits ajustements, des petits hotfix. Bon, bah, la pause déjeuner, cette fois, est assez rapide, hein. On a envie d'en finir avec cette map. Voilà, c'est la dernière ligne droite. On repousse des choses, on vérifie que ça marche bien, les indicateurs sont bons, les tests passent, les logs en prod sont bons. Et puis bah, après, bah, on souffle un bon coup en fait. On rentre pas forcément chez nous tout de suite, hein, c'est juste... oh voilà quoi, on est dans l'open space et on décompresse. Jeudi, donc pareil, on va regarder les logs. Je vous cache pas que là, je suis pas à faire de l'exploratoire, hein. Là, je suis à vérifier que tout est bon pour la revue qui est dans 2 heures et que vraiment tout est nickel, même si tout nous dit déjà que c'est bon. Et effectivement, à 9 heures, on va préparer la revue. Ce qui change de l'habitude, hein, parce qu'en général, ils viennent plutôt à 10 heures. Là, à 9 heures, il y a tout le monde qui est là, hein. C'est un moment vraiment important, la revue. Voilà, on va tout préparer. On a la salle, le matériel est bon, on a les jeux de données, les croissants sont là. On est en France, hein, réunion à 10 heures, il faut les croissants quand même. Et effectivement, la revue, qui se passe bien, hein. Comme vous l'avez compris, le sprint est une réussite. On a livré ce qu'on voulait livrer, on a réussi à le mettre en prod, donc c'est cool. C'est aussi un moment de partage et d'échange. Voilà, moi, je partage mes interrogations, mes inquiétudes sur le fait qu'il y a une forme de manque d'implication dans l'analyse, le suivi des logs. Même si en même temps, je note le début d'implication d'un membre de l'équipe. Je partage le suivi des updates avec l'équipe infra. Je note aussi qu'on a les nouveaux devices et que ça, c'est cool. Je remercie les sponsors. Je refais un clin d'œil pour qu'on en ait encore d'autres, parce qu'on n'en a jamais assez. Il faut toujours le dernier Apple iPad Pro qui coûte très cher. Voilà. Après, on a le déjeuner d'équipe. Ça, c'est un rituel qu'on s'est instauré. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un très bon moment. Ça se passe très bien, c'est super. Et puis début d'après-midi, donc alors c'est journée réunion, hein. C'est une grosse journée d'enchaîner tout ça en même temps. Mais c'est un choix d'équipe, hein. C'est un choix d'équipe de faire ces moments-là ensemble physiquement et de surtout pas risquer de dériver sur les journées où on est en télétravail. Donc voilà, c'est aussi un choix. On fait ces grosses journées, mais on en est conscient. Au moins, on les fait ensemble, c'est des moments intenses. Puis journée de télétravail, au moins, on n'a pas ces problèmes-là. Donc la rétrospective, comment elle va se passer? Ben, on échange de divers sujets. Moi, évidemment, sur la table, je mets les logs, je mets l'alerting. Et ce qui se passe, c'est super, c'est qu'on y réfléchit tous ensemble. Ce n'est pas mon problème. Mais de la même manière, quand les développeurs ils parlent de sujets de développeurs, moi, je m'implique aussi, en fait. Je participe, je donne mon avis, j'essaie de comprendre des choses comme le branching model, par exemple. En fait, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment ils gèrent leurs branches. Donc ça, c'est les actions qu'on a en sortie. Donc le fait qu'il faut, dans le système d'alerting, il faut qu'on intègre au definition of done justement ces notions d'alerting. Enfin, en gros, on n'a pas fini le développement, on n'a pas vérifié que le système d'alerting marchait toujours. Et on a créé aussi un rôle pour vérifier les logs, un rôle tournant. Voilà. Log en anglais, ça veut dire rondin, c'est pour ça qu'on l'a appelé bûcheron. Et alors, vas-y, on est intelligent, hein. Et voilà, donc c'est un rôle tournant. Donc, ça ne m'enlève pas à proprement parler de travail. C'est s'assurer que l'alerting marche bien. Au contraire, ça me libère du temps pour me concentrer sur l'exploration, sur les choses qui ont vraiment de la valeur, si j'ose dire. Et après, donc début du sprint suivant, qui démarre évidemment par un sprint planning. Je participe beaucoup, donc on va définir les tâches techniques du sprint. Il y a des tâches de dev, il y a des tâches de test. Comme ça, encore une fois, on va bien les visualiser, n'importe qui pourra les prendre. Moi, je prends part aux discussions dans les deux sens, hein, que ce soit du découpage de test, mes collègues participent, du découpage de dev, je participe aussi. Et d'ailleurs, je ne dis pas que des bêtises, donc c'est quand même plutôt bon signe, ça commence à rentrer. Oui, je visualise comment marche l'architecture, etc.
Et, voilà. Et puis les tests exploratoires, il y en a même aussi certains. Il y a aussi certaines tâches de tests qui sont en fait des tests charter, de tests exploratoires. Parfois, il y a des sujets en fin de user story, on a envie de valider est-ce que effectivement les performances sont meilleures, par exemple, d'un point de vue utilisateur. Est-ce que ça se ressent, par exemple? Et puis, bon, un autre rituel qui, lui, n'est pas dans Outlook, on va prendre des bières. Voilà. Et puis après, ça sera le vendredi. Donc le vendredi en télétravail, qui est c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour annoncer le week-end, le vendredi en télétravail. Bon, j'analyse un peu les logs. Et puis très vite, on va enchaîner sur l'écriture des cas tests automatisés d'acceptation en Gherkin. C'est le moment idéal, hein, je suis en télétravail, je peux me concentrer, je suis chez moi, c'est le début de sprint, on n'a rien, on y va, c'est cool. Et, et en plus, on a des nouveaux sujets, et donc c'est assez intéressant. Ça me challenge un peu et en fait, ça me fait même me questionner sur les bonnes pratiques de rédaction de cas de test qu'on a mis en place. Ça coince un petit peu. Je me dis, bah, ça tombe bien, j'aurai de quoi raconter en communauté de pratique QA ce soir, parce qu'on se fera une revue de cas de test Gherkin. Le premier délit de l'itération, bon, bah, pas grand-chose à dire. Hein. Tac, tac, ça va se plier très vite. Hein. Globalement, on commence, on démarre les choses, on prend. Et puis bah, après, je retourne dans mon Gherkin. Globalement, fin de matinée, j'ai fait le tour, je les ai poussés dans Git, je les donne pour être revus par les développeurs, hein, parce que même si c'est moi qui l'ai écrit, c'est pas moi tout seul qui décide de tout. Donc je leur envoie une petite notif aussi pour s'assurer qu'ils l'ont bien vu, et puis on est bon. Après pause déjeuner, il fait un peu beau, donc je vais même déjeuner sur la terrasse. Puis je vais même finir le dernier quart d'heure de pause en faisant un peu de jardinage. Et puis début d'après-midi, ben là, je vais finir la semaine avec l'après-midi avec les copains de la communauté QA. Donc les sujets du jour, on va se faire une petite rétro sur comment ça marche. Il y a un sujet sur un peu l'éthique autour du moyen de test et de la prod, j'en en dirai plus. Et donc il y a la revue collective sur le Gherkin. Donc la rétro, qu'est-ce qu'on en ressort? On ne s'entraide pas assez. Bon, mon équipe, ça marche plutôt bien, comme vous l'avez compris. Ce n'est pas le cas de toutes les équipes. Les actions qu'on se donne, c'est qu'il faut qu'on se prenne 1 heure par semaine à échanger plus, à se coacher les uns les autres. C'est très à la mode le coaching. Et puis aussi, on va se faire des presses de partage mutuel. Voilà, nous, dans notre équipe, on fonctionne comme ça a tel résultat. Ce n'est pas forcément une solution miracle, mais ça partage. Donc c'est quoi cette histoire d'éthique? Alors il y a eu plusieurs cas où il y a des développeurs qui ont utilisé le même compte pour tester. Non, les comptes sont nominatifs. Bon, vous me direz si c'est que ça, c'est pas très grave. Hein. Il s'est passé des choses beaucoup plus graves. Il s'est passé qu'ils ont par exemple engagé des conversations avec des utilisateurs sur le système, et puis une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils sont partis. Donc l'utilisateur s'est retrouvé face à un utilisateur fantôme. Donc ça c'est pas super, parce que l'utilisateur fantôme ou les faux comptes, c'est des choses qu'au contraire on veut surtout pas, qu'on combat activement. Donc là c'est contre-productif. Ou dans le même genre, on va faire un test de recherche, on crée des éléments qui remontent dans la recherche, et après on les efface pas. Donc c'est pareil. Il y a des faux profils. Ça c'est pas bon du tout. Bon, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça n'arrive pas? La réponse, elle est assez facile. Voilà, communauté de pratique QA, vous imaginez le passif qu'on a, on voit bien ces sujets-là. La vraie question, elle est comment on fait en sorte que ça soit quelque chose que tout le monde s'approprie, que ça ne soit pas juste une page Confluence avec des guidelines. Mais comment on travaille avec tout le monde pour que tout le monde soit bien conscient des problèmes et le fasse effectivement. Et puis enfin, donc la revue Gherkin. Bon, concrètement, c'est ni plus ni moins une revue de code collective. Hein. On s'affiche notre code, on le regarde ensemble, on le challenge. Et voilà. Et donc moi, je mets sur la table, hein, je montre ce que j'ai écrit ce matin en expliquant, voilà, là, c'est un sujet un peu différent, ça coince un peu, qu'est-ce que vous en pensez? Et effectivement, on finit par faire évoluer nos guidelines. Et donc ça c'est très bien, on les fait évoluer. Donc du coup, après, moi, je les prends, je récupère ce que j'ai fait ce matin. J'ai vu que personne n'avait fait la revue. Je les mets à jour. Et puis je le repousse, et puis voilà, c'est bien. Et puis après, c'est le week-end. Donc, je dis bon week-end. Bon. Et alors maintenant, on va essayer de prendre du recul un peu par rapport à cet agenda, à essayer de comprendre pourquoi il y a ces éléments qui sont dedans. Et en quoi finalement ils définissent ce rôle de testeur agile. Déjà, il y a un sujet clairement qui revient, c'est l'analyse de risque. L'analyse de risque, ça fait partie de ces compétences on est plutôt d'accord pour dire que les testeurs ont une compétence sur l'analyse de risque et le reste, pas trop. Donc là, on voit il y a pas mal de sujets, que ce soit la mise en prod,
Tous ces éléments, on est là ensemble à faire le planning, préparer les sujets à venir. Il y a ces notions d'analyse de risque. Ça revient de manière assez récurrente. L'exploration, là encore, c'est un sujet où c'est assez naturel. Les testeurs ont cette compétence et les autres personnes ne l'ont pas vraiment ou assez rarement. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment une compétence qu'il apporte à l'équipe. Un autre aspect qu'on retrouve, c'est d'être vraiment ce rôle technico-fonctionnel, capable de parler aux deux, capable de faire le pont entre les deux, de faciliter, de fluidifier la communication, voilà, qu'on va retrouver à différents sujets. Et enfin, le dernier, c'est que ça va être faciliter la qualité et les moyens de test au niveau de l'orga. C'est-à-dire qu'il y a aussi vraiment une dimension de passage à l'échelle, c'est que quoi, bon, globalement, si les développeurs dans chaque équipe ils écrivent différemment leur code, ça va poser des problèmes, mais ça en posera dans 6 mois, 1 an. Concrètement, si on ne gère pas la qualité de manière un peu transverse, on va se le taper à la première release. Voilà, donc le passage à l'échelle inclut des problématiques qui font que il y a un enjeu plus fort sur ce rôle. Et donc, est-ce qu'il vous faut un testeur agile? Je ne vais peut-être pas donner la réponse que vous attendez. Si aujourd'hui, dans votre équipe, la qualité, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a clairement des problèmes de qualité. C'est peut-être pas un testeur agile qu'il vous faut, justement. Parce que certes, avec l'analyse de risque, on peut aller très loin. On peut réussir à pousser en prod très souvent en ayant toujours cette rigueur de qu'est-ce qu'on risque d'avoir cassé, on fait très attention, etc. Mais dans tous les cas, on n'y coupera pas tôt ou tard. Il faudra qu'on ait une véritable ingénierie logicielle. Il faudra bien bosser simplement. Et là, on en revient sur le fameux software craftsmanship. Quand on écrit du code, il doit marcher. Parce que si derrière, on met un testeur agile pour faire le travail des développeurs, hein, c'est ce que j'ai dit, hein, je lance son code avant qu'il fasse son commit. Il est censé le faire quand même, il est censé s'assurer que ça marche avant de le balancer son code. Voilà, si on fait ça, c'est contre-productif. Ça va plus vite qu'il le lance lui-même, son code. Donc par contre, si à l'inverse, c'est pas la qualité votre plus grande inquiétude. Je ne dis pas que tout est parfait, mais globalement, vous avez plutôt des inquiétudes sur générer du business, trouver des utilisateurs, etc. Et bien là, justement, ce testeur agile, il va vous permettre d'aller encore beaucoup plus loin dans ces dynamiques, des dynamiques profondément produits, en fait. Et ça ne va pas être uniquement pour ses compétences, voilà, l'analyse de risque, l'exploratoire. Il va être là parce qu'en permanence, il va aider l'équipe à se concentrer sur ce qui compte vraiment, les utilisateurs et le business. Et une manière de visualiser ça, ça peut être cette slide. Finalement, le testeur à l'ancienne, voilà, si on prend l'extrême dans un mode waterfall, il y a tout le projet qui se déroule et à la fin, il est là pour éviter la catastrophe. Voilà, il vérifie genre, oh là là, non, là, ça ne va pas le faire, on peut réagir. Alors que finalement, le testeur agile, on va dire que par définition, on est censé faire un produit qui est déjà pas trop mal, parce qu'on a les bonnes pratiques d'ingénierie logicielle, parce qu'on intègre l'utilisateur au centre, etc. Et là, il va servir de catalyseur plutôt pour faire que ce n'est pas juste un bon produit, mais un produit vraiment génial. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, il va falloir qu'on parle d'argent. Un schéma classique qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on gagne de l'argent, on a fait un produit, on gagne de l'argent. Du coup, on va réinvestir, on va faire grandir l'équipe, on va faire plusieurs équipes pour créer d'autres produits ou faire une nouvelle version du produit ou un produit plus large, ce qui va nous rapporter plus d'argent. Sauf que ça, c'est à condition qu'on travaille sur les bonnes choses. Parce que si on crée juste toujours plus d'équipes, des équipes plus grosses et qu'elles travaillent sur n'importe quoi, ben l'argent, on le jette par les fenêtres. Et donc cette dimension-là, justement, on va revenir sur ce fameux focus. C'est que là, j'ai souligné à peu près ou exactement l'intégralité de l'agenda. Focus sur la prod, focus sur les utilisateurs. La vérité est en prod, hein, toujours. Il n'y a pas une seule action dans cet agenda, mis à part évidemment les temps de repos, qui n'est pas liée à ça. C'est qu'est-ce que ça va donner en prod, qu'est-ce que les utilisateurs ont besoin, comment ça va marcher. On a évidemment ce sujet de faire le pont entre la business et tech. On est lié, il faut construire la bonne chose. Donc ça veut dire dans les deux sens, hein, c'est que toutes l'excellence technique qu'on sort, il faut qu'elle serve bien à quelque chose. De la même manière, il ne faut pas qu'on prenne des décisions business qu'on n'arrive pas à assumer d'un point de vue technique. Donc ce pont est très important.
Et puis, encore une fois, vraiment faciliter et animer le passage à l'échelle. Là-dedans, j'intègre aussi la rédaction des cas de test Gherkin. On n'a pas du tout la même pression à faire ça lorsqu'on est dans une petite équipe dans son coin où finalement la tradition orale peut suffire. Alors que là, on est dans une dynamique où on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de personnes et que finalement une autre équipe à l'autre bout de l'entreprise soit capable aussi de comprendre notre fonctionnel. Et là, on a du coup beaucoup plus de valeur à avoir une spécification exécutable, vivante, toujours à jour. Donc pour conclure, peut-être les slides les plus importants avant de passer aux questions. Donc déjà, récapitulatif, voilà, ce rôle, testeur agile. Donc vraiment, le moment où il a le plus de valeur, c'est vraiment le travail sur les specs en amont, le backlog refinement. Déjà d'insuffler le bon mindset, où on a une vision globale des sujets, vraiment dans la collaboration. La testabilité, je vais le dire encore une fois, on ne part pas en dev si on ne sait pas comment on va le tester. C'est une telle évidence, mais qu'on voit que trop peu. Les cas à la marge, les cas de test automatisés, voilà, qui est une expertise assez particulière, hein, vraiment, de réussir à écrire les cas de test avec des termes métiers qui pourront bien s'implémenter et qui en plus vont être des bons tests. Le test en continu, les tests exploratoires sous ses diverses formes, les logs, le monitoring, piloter le crowd-testing, et enfin, vraiment, c'est un membre de l'équipe à part entière. Il n'est pas là en support, etc. Il est là du début jusqu'à la fin pour accompagner le produit. Et puis cette autre slide, c'est vraiment passer d'un mindset où oui, on intervient à la fin pour éviter la catastrophe, pour devenir un mindset à OK, on bosse déjà pas trop mal, mais alors on va aller tellement plus loin. Et je vous remercie. Le Rôti Express est là et on va pouvoir passer aux questions.